Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 22 février, merci de nous suivre à la radio. Vous êtes à Cancan. Vous nous écoutez sur place sur 99 en modulation de fréquence, 99.7 dans 3 régions de notre pays, dans le Kakandé, dans le Fouta et dans la région forestière. Vous êtes à Kindia. Vous nous suivez à travers notre radio partenaire Kania Zik. Et à l'international, vous avez la possibilité donc de nous suivre sur www.espacefmguinée.info. 3 moyens pour donc nous suivre. Si vous êtes abonné Orange, vous réagissez via GG au 437 ou le 657 39 13 13 ou sur Twitter hashtag espace GG. Derrière vos réactions donc qui vont défiler le soir à la télévision et que nous allons relayer ici dans cette émission. À la une, premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, plus de 6 millions d'électeurs se rendront aux urnes ce dimanche 24 février pour choisir parmi 5 candidats face au sortant Macky Sall qui brigue un second mandat à la tête du Sénégal et qui se targue d'un bilan à juger élogié par ses partisans. 4 candidats seulement se dressent. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, du dissident Madické Niang, de l'âge Issa Sall de la liste du Parti de l'Unité et du Rassemblement, une formation issue de la confrérie musulmane de Tidiane, et du jeune Ousmane Sonko. La campagne présidentielle marquée par les diatribes de l'ancien président Abdoulaye Wade et par des accrochages parfois meurtriers par endroits se referme ce vendredi 22 février justement. Quels enseignements peut-on tirer de cette campagne? Quelles sont les attentes des Sénégalais? Pourquoi choisir tel candidat, préférer tel candidat à d'autres? Ce sont des questions qu'on se pose ce matin dans cette émission. Moussa Moïse Silla, envoyé spécial compte d'Adafo Média, et on va l'appeler depuis Dakar. Et ici en plateau pour un débat contradictoire, M. Abdoulaye Banyan de la coalition APR et M. Maguette Mbodj, il est de la coalition son coprésident. Ils vont nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Ces questions qu'on se pose ce matin, que s'est-il réellement passé hier? Pourquoi le cortège de l'ancien ministre des Sports Siaka Barry, devenu opposant au régime en place, a-t-il été bloqué, empêché d'accéder à la ville de Sigiri? Dans quelles circonstances son cortège a-t-il été caillassé? On va essayer d'en savoir ce matin avec le principal concerné, M. Siaka Barry, président de Guinée Debout. On va l'appeler donc en direct depuis la savane guinéenne. Et si tout va bien, M. Sine Magasuba aussi. Il est le préfet par intérim de Sigiri. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de rejoindre l'équipe au complet. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abaka. Madame So Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Ça fait grabuge à l'antenne. Bonjour Madame So. Bonjour, vous m'entendez? Bien. On va faire avec. Ça va se régler. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour Aboubakar. Bien. Antoine Kikbafori Kourouma, bonjour. Bonjour. Bien, je pense que le réalisateur il va essayer d'arranger tout ça. On commence Mohamed Mara avec cette affaire dite affaire Chérif, Lassana Chérif Aïdara, donc de la Lunagui. Pourquoi l'affaire n'est toujours pas judiciarisée? Vous posez la question ce matin. Je me pose vraiment la question parce que voilà, on se rappelle la célérité avec laquelle les 3 premiers dossiers après audit, notamment de l'OGC, de l'OGP, mais aussi c'était quoi la 3e régie déjà? C'était les 2 premiers. Ouais. C'était les 2 premiers d'ailleurs. Ont été les 2 premiers. Le dossier a été directement déposé auprès du parquet et les 2 personnalités ont fait l'objet de poursuites. D'ailleurs, le patron de l'OGC, lui, a fait l'objet d'une condamnation. Voilà, on attend de voir la suite de ce dossier parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, qu'il n'avait été condamné qu'à 25 millions de francs, attention, ça c'était l'amende, mais derrière, dans la sentence toujours, il a été précisé qu'il devait rembourser totalement la somme et que l'État, sinon, était en droit de saisir l'ensemble des biens. Parce que ça, les gens n'ont pas cogité largement là-dessus. Voilà. Maintenant, le dossier Paul Moussa Diawara, lui, est toujours en débat. Et cette fois, on apprend bizarrement
malgré la recommandation du Premier ministre qui a demandé directement à l'agence judiciaire de l'État de saisir les tribunaux, on apprend notamment par le site mosaicguinée.com que le dossier n'est toujours pas transféré devant un tribunal. Et l'agent judiciaire de l'État, maître Mori Doumbouya, affirme qu'il est en train d'ailleurs lui-même personnellement d'examiner ou de réexaminer ce dossier. Et que d'ailleurs, monsieur Chérif Aïdara aurait demandé une contre-expertise. Je me pose des questions. Vous vous rappelez, il y a 2 jours, je disais ici que j'avais été personnellement surpris lorsque le monsieur a été éjecté de son poste. Les grandes gueules. Notamment à sa promiscuité, je dirais, avec le chef de l'État. Tout le monde sait que le monsieur est protégé, c'est un proche du chef de l'État. Alors, on était étonné de voir qu'il avait des embrouilles. Et personnellement, je me suis toujours dit que le monsieur, il va forcément s'en tirer quand on sait comment tourne ce système. Nous sommes quand même dans un pays où le chef de l'exécutif peut intervenir dans un dossier judiciaire, vous l'avez vu à la faveur du dossier Fatou Badiar, sans que ni l'association des magistrats ne réagisse, encore moins d'ailleurs le Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, un clin d'œil à cette instance qui en ce moment est en train d'examiner des plaintes contre les magistrats, voilà, parce que c'est l'instance disciplinaire, notamment des magistrats, donc qui continue ses travaux. Monsieur Aïdara a le droit même de demander des contre-expertises, ce qui est normal. Mais on se rappelle que dans le cas Paul Moussa Diawara, il avait demandé, l'enquête n'était même pas, le rapport n'était même pas définitif, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, et il contestait ce rapport provisoire. Et c'est sur la base d'un rapport provisoire que le monsieur avait fait l'objet de poursuites judiciaires. Et je me souviens également que la question avait été soulevée in limine litis par sa défense, parce que on ne pouvait pas comprendre comment on peut aller au fond du dossier alors que manifestement il y avait des vices qui étaient liés à la forme. Mais les magistrats ont décidé qu'il fallait aller au fond. Mais dans ce cas précis, on prend beaucoup de précautions et lorsque vous approchez notamment des gens de l'agence judiciaire de l'État, vous vous rendez compte que les gens sont gênés. Pour une fois, sinon quand je lis même l'interview accordée à Mosaïque Guinée, je suis un peu étonné parce que Maître Mori Doumbouya a la réputation d'être extrêmement précis, concis, et c'est pas du genre à aller dans la langue de bois. Mais vous sentez même dans les propos qu'il tient de la prudence et à la limite de la langue de bois carrément. Donc je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi Monsieur Chérif, lui, va-t-il bénéficier de mesures exceptionnelles? Non, mais c'est pas une mesure exceptionnelle, Mohamed. Attendez. Vous avez dit que c'était normal. Attendez. Quoi de pour plus que le normal Premier ministre que de permettre quand même à une mise en cause, Jacques, de demander une contre-expertise. Je suis d'accord que dans le cas de Paul Moussa, quand le Premier ministre a déjà pris... C'est un droit qui a été volé. Non, mais le rapport il était définitif. Sauf que le rapport est déjà définitif dans leur cas. Les grandes gueules. Je suis d'accord. Le rapport est définitif dans son cas. Ça m'avait échappé. Cette contradiction-là a déjà eu lieu. Je suis d'accord avec toi. Parce que c'était un rapport consolidé. Voilà, le rapport était déjà consolidé, définitif. Or, dans le cas de Paul Moussa Diawara, on n'était pas encore arrivé. C'était un rapport provisoire. Justement, on n'a pas tenu compte, lui, de ses protestations. C'est ce qui m'étonne dans ce cas précis. Donc, je me dis pourquoi des mesures exceptionnelles pour monsieur Chérif Aïdara et les autres non. Et pour cela, je suis quand même inquiet. Mais attention, ça ne lui a pas encore été accordé, Mohamed. Oui, mais il a demandé. Demander et avoir la possibilité oui, de... mais dans ce cas, pourquoi les autres n'ont pas bénéficié de la même mansuétude? Les autres aussi demandaient d'ailleurs qu'on aille simplement vers un rapport consolidé qui ne leur a pas été accordé, en plus forte raison, une contre-expertise. Et que le principe du contradictoire soit observé. Et ne l'oubliez pas, la LONAGUI a fait l'objet d'une inspection d'État. La LONAGUI a fait l'objet d'une inspection de la part de la Cour des comptes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est quand même 2 rapports sur la même régie financière. Alors, moi, je me demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Et j'ai des craintes par rapport à la suite de ce process d'audit des régies financières. Tout simplement parce que s'il peut y avoir de cette manière-là, 2 poids 2 mesures, alors que le patron de l'administration a même ordonné qu'il y ait poursuite, mais derrière on dit oui, mais moi je suis quand même inquiet quant à la volonté affichée de continuer à lutter contre la prévarication des deniers publics. Et surtout, je crains, parce que des gens réputés être proches du chef de l'État, il me semble, continuent de bénéficier d'un parasol, d'un parachoc même, je dirais, divin, qui les éviterait en tout cas d'aller en tôle ou d'aller répondre devant la justice. Le bunker judiciaire
j'ai l'impression qu'il est né en Guinée et il continuera de se consolider en Guinée. Merci Mohamed. Allez-y Jacques. Voilà, ça pose toute la question de l'indépendance de ceux qui font des enquêtes, donc de l'inspection d'État. La dernière fois, nous étions là en train d'imaginer ou disons de suggérer même que nous ayons, si on devrait avoir un vérificateur général ou un vérificateur général adjoint, que ce soit des personnes qui agissent en toute indépendance et qui aient au minimum un certain nombre de garanties pour pouvoir investiguer sur la gestion des deniers publics. Maintenant, on sait, le cas Paul Moussa, mais également celui de l'OGC, il y a eu assez de communication autour, puisque, on peut le dire clairement, c'était les premiers cas pour lesquels il y avait eu une action prise au niveau du gouvernement pour aller vers des enquêtes, mais jusqu'à judiciariser les dossiers. Il y a eu assez de communication autour, il y a eu une médiatisation et on s'est dit finalement que peut-être qu'il y avait des visées politiques derrière. C'est-à-dire qu'au préalable, il n'y a pas eu un travail de fond qui permettait aux gens de confronter les dossiers avec les autres, le principe contradictoire qu'il soit accordé aux accusés pour qu'on ne parvienne pas finalement à venir devant le tribunal. Ça traîne quand même le cas de l'OGP avant d'arriver à comment on appelle ça, à la Lonagui. Ça traîne, ça a commencé avec l'OGC. L'OGC, il y a eu déjà un verdict. Maintenant, pour l'OGP, ça n'évolue pas. C'est comme s'il y avait des problèmes véritables que soit l'agent judiciaire de l'État est en train de rencontrer avec le dossier, ou alors... Non, le dossier OGP n'est plus au niveau de l'agent judiciaire de l'État. C'est devant la justice. De toute la façon, c'est le poursuivant. Le poursuivant, c'est l'agent judiciaire de l'État. Donc, il l'a déjà poursuivi. Il poursuit. Donc, il le poursuit déjà. Il le poursuit. Maintenant, ouais. Le problème, c'est tout à fait le contraire dans le dossier Chérif, parce que Maître Doumbouya, il prend tout son temps pour observer avant de décider de poursuivre Chérif ou pas. Oui. Ouais. Maintenant, ce que je veux dire, c'est comme s'il était en train de tirer les leçons. C'est mon analyse. J'ai dit, il est en train de tirer les leçons. Avec l'OGP, il me semble qu'ils sont allés très vite. Le dossier a été enclenché au même moment que celui de l'OGC. À ce niveau, ça a été rapide. On est allé rapidement au verdict. Pourquoi avec l'OGP ça retarde? Peut-être qu'il y a un problème véritable pour prouver devant le tribunal qu'il y a eu vraiment détournement de fonds. C'est ce que je me dis. Maintenant, pour la Lonagui, c'est vrai qu'il y a eu quand même un certain nombre d'actions qui ont été très vite prises de la part de l'État. On a d'abord pris le dossier, il y a eu cette communication qui a été faite et puis on a procédé rapidement au remplacement. C'est-à-dire il y a une autre directrice aujourd'hui à la Lonagui. Ouais. Si on n'est pas encore sûr de pouvoir poursuivre le monsieur, ça pose un problème. Parce que on ne l'a pas enlevé pour autre chose, on l'a enlevé pour des soupçons. On aurait pu simplement le suspendre. Le suspendre une mesure conservatoire. Et puis s'assurer véritablement qu'on peut lui reprocher quelque chose. Ouais. Mais là, sur la base des soupçons, on le limoge, on le remplace par quelqu'un d'autre. C'est pas quand même des soupçons, il y a un rapport consolidé, un rapport définitif. Ouais, un rapport consolidé, mais pourquoi on retarde à le poursuivre finalement? C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Allez-y, madame. Cela pourrait décourager même les auditeurs, ces inspecteurs d'État, parce que c'est des risques quand même qu'ils prennent. Ils viennent quand même vers des gens qui sont extrêmement puissants sur le plan financier, qui ont parfois des militants derrière. Ils prennent des risques. Alors, si les dossiers traînent de cette façon-là, l'agence judiciaire de l'État, moi je crains qu'on ne soit en train de démotiver tout simplement ces équipes-là qui font un boulot formidable pour le moment. Merci Mohamed. Allez-y madame Hiro. Écoutez, moi je pense que cela relance la question de l'indépendance de la justice dans notre pays parce que on a l'impression qu'il y a toujours une certaine influence, une certaine pression. C'est vrai qu'on ne pourra pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des magistrats certainement qui sont professionnels, qui sont indépendants, qui tiennent tête à certaines personnes par rapport à certaines situations. Mais on a l'impression que c'est la même chose, de la base au sommet. Ouais. Que ce soit par exemple des personnes qui sont proches du pouvoir ou des personnes qui sont riches, qui ont une certaine influence, qui peuvent user des moyens qu'ils ont pour influencer la justice. Parce que certainement, vous suivez certains dossiers qui sont là, quand la personne même qui est poursuivie a les moyens qu'il faut pour corrompre certains juges, pour corrompre certains procureurs, vous voyez comment les choses se passent.
forcément, c'est l'argent qui va parler et non la justice. Ouais. Et des cas comme ça, c'est vraiment dommage pour des dossiers d'une telle importance qu'on puisse, par exemple, mettre en exergue la proximité de la personne avec le chef de l'État pour faire traîner le dossier. J'espère que ce n'est pas le cas et qu'on est en train d'étudier le dossier pour prendre la décision qu'il faille vraiment prendre pour que lumière soit faite face à cette situation dont on a parlé, parce que c'est pas quand même un petit montant dont on a parlé. J'espère Plus de 27 que les enquêtes iront en profondeur et que la vérité sera dite, qu'on ne mette pas en avant le fait que cette personne soit proche du chef de l'État. Parce que imaginez, c'est de véritables leçons qu'on donne aux gens. On se dit que si le président, à cause de son influence, peut appeler un juge pour lui dire non, c'est mon petit, c'est mon frère, c'est mon cousin, essayez de mettre le pied sur ce dossier. La même chose, le même exemple peut être pris en bas. Au niveau de certains dossiers, de dossiers avec des particuliers, de détournement avec d'autres personnes, chacun usera de ses moyens, chacun usera de ses relations pour piétiner la justice. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Que pour le moment, il n'y a pas d'implication apparente du chef de l'État. On est en train d'analyser. Pourquoi ça prend du temps? Je dis bien que j'espère que... Pour le moment, ce n'est pas encore en justice. Hein. Le dossier n'est pas c'est au niveau de l'agent judiciaire de l'État. Même à ce niveau, pourquoi on prend du temps? Vous l'avez dit, que la personne est en train de réfléchir profondément pour essayer, avant de prendre sa décision. Pourquoi? J'espère qu'il est sur la bonne voie, qu'il est en train d'étudier, que les enquêtes sont en train d'être approfondies. On est en train d'analyser. Vous connaissez notre pays, vous savez comment ça fonctionne. Ouais. Vous savez comment les gens peuvent se retrouver à des postes à cause d'affinités que ces personnes ont avec des responsables. Et le plus souvent, on le dit, le meilleur exemple, c'est le recrutement qui est en train d'être fait en ce moment dans l'armée. C'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau de la justice. Et je pense que si le pays devrait évoluer, si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faudrait qu'on puisse se mettre au-dessus de ce genre de situation. Ouais. Qu'on étudie par exemple un dossier de façon indépendante. Je prendrai juste l'exemple du cas Benalla. En France, c'est quelqu'un quand même qui est très proche du président de la République, qui s'est retrouvé dans un pétrin, dans un dossier, dans une situation judiciaire. Je voudrais que nous prenions les beaux exemples, les bons exemples. D'ailleurs, qu'on ne prenne pas des exemples que quand ça nous arrange. Ici, c'est quand ça nous arrange, par exemple, par rapport à cette question de troisième mandat, qu'est-ce que les gens disent? Il faudrait que nous révisions la Constitution pour avoir une Constitution qui est conforme à nos réalités, à nos valeurs, et qui soit l'émanation du peuple. Je voudrais qu'on prenne les bons exemples à tous les niveaux. Quand c'est bon, même si ça vient d'ailleurs, prenons les bons exemples. Bien. Et essayons de faire le travail comme cela se doit, que ce soit pour une personne qui est proche du chef de l'État ou d'un ministre ou de qui que ce soit, ou que ce soit une personne ordinaire, un citoyen lambda. Des grandes gueules. Je ne me poserai pas la question de pourquoi M. Haïdara a été limogé. Pourquoi? Du moment où la loi accorde au président de la République, sans explication, de nommer et de limoger un individu, je pense que je ne peux pas demander pourquoi il a été remplacé à la Lonagui. Maintenant, venant de l'autre côté, je pense, contrairement peut-être à ce que Jack dit et Amara, peut-être c'est pas aller plus vite. C'est pourquoi j'ai une autre logique. C'est pas aller plus vite parce qu'on estime peut-être que dans les deux précédents dossiers, on est allé plus vite, comme le disait tout de suite Jack. On est allé plus vite, donc on a commis des erreurs. Et pour ne pas que d'autres soient victimes des mêmes erreurs, cette fois-ci, il faut prendre le temps d'accorder ce principe contradictoire. J'aurais compris de cette façon. Si par exemple on avait accordé ce principe au premier dossier et au dossier suivant, on ne l'accorde pas. J'aurais crié tout de suite à l'injustice. Mais du moment où on n'a pas accordé au premier dossier, il y a toujours injustice. Oui, il y a toujours injustice. Mais maintenant, comment faut-il réparer? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que c'est en n'accordant pas ce droit à celui qui a ce droit-là? Ce que je suis en train de dire, c'est que le monsieur Haïdara, il doit bénéficier de ce principe de contradiction, par exemple, dans le dossier. Alors, est-ce qu'il faut le lui refuser parce qu'on a refusé aux deux précédents dossiers? Non, il faut voir comment réparer l'injustice commise dans les deux précédents dossiers. Mais M. Haïdara doit bénéficier de ce principe-là. Et si ça retarde, que ça retarde, la justice retarde. Moi, c'est ma pensée et je pense que c'est ce qui doit faire. J'ai bien envie de comprendre. Il y a deux choses qu'il faille distinguer. On n'est pas encore en justice. Ça, c'est un. Secondo, ce dont il est question, il n'appartient pas à l'agent judiciaire de l'État de décider d'une contre-expertise ou pas, à moins que je sois en train de me tromper. Il représente l'État lorsqu'il s'agit de poursuivre. Haïdara a demandé une contre-expertise. C'est bien ce que tu as dit. Il a demandé une contre-expertise. Oui, mais à qui? C'est que ce stade, il me semble dépassé. C'est ce que je dis. L'inspection générale d'État
a déjà suivi tout le process. Je suis là en discussion en ce moment avec quelqu'un qui est là-bas. Toutes les étapes ont déjà été franchies. Le dossier est bouclé, il est définitif. On dit à celui-là qui peut poursuivre au nom de l'État, maintenant on veut que tu poursuives. Lui il dit non, je réfléchis encore. Non, j'examine. J'examine encore. Voilà, il dit j'examine. Voilà. Oui, je prends le temps d'étudier le dossier. La question est de savoir, est-ce que lui il est dans son rôle de dire s'il doit examiner ou pas cette requête. Est-ce que c'est à son niveau que cette requête doit être posée? Moi c'est la question que je me pose. Je ne sais pas si vous voyez mes inquiétudes. Parce que toutes les étapes ont déjà été franchies. Dans un dossier, lorsqu'il y a un vice de forme, qui le constate et à quel moment? Non, ça c'est le juge. Non, ça c'est le juge. Je pense bien le juge, on n'est pas là-bas. Que l'agent judiciaire de l'État est dans son rôle. C'est à lui de décider de poursuivre ou pas, mais sur la base d'éléments de preuve en sa possession. Décider de poursuivre ou pas, attention. Celui-là qui devait décider, attends, il y en a deux dans cette histoire. C'est le chef de l'État. Et donc, qui, par l'entremise du Premier ministre, a écrit déjà à l'agent judiciaire de l'État pour lui demander de poursuivre. C'est ça mon inquiétude. Le Premier ministre a déjà demandé, on l'a tous suivi, on a tous suivi la correspondance, l'État demande déjà de poursuivre. Alors pourquoi au niveau de l'agent judiciaire de l'État, on traîne des pieds alors que toutes les procédures, parce que l'État a mis de gros moyens pour auditer, l'État a précipité ses meilleurs agents, des inspecteurs généraux d'État pour vérifier. Il y a un vérificateur général qui a vérifié tout ça. Et en fin de compte, on dit oui, il y a prévarication, il y a de forts soupçons de prévarication. On veut qu'un juge maintenant tranche. Et puis sur la route, celui-là qui est chargé donc de prendre le dossier, de défendre les intérêts, voilà, d'aller représenter l'État, traîne des pieds et dit je ne suis pas totalement sûr, je vais encore examiner ce que dit l'autre. La question, moi c'est là où je me la pose. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, on se comprend maintenant. Allez-y. C'est que moi je ne comprends pas à ce niveau. C'est que l'agent judiciaire, c'est lui en dernier lieu qui doit représenter l'État dans ce dossier. Ouais. Mais c'est la même personne morale qui agit. Si on n'est pas sûr que le dossier pourra aboutir à la justice, on continue à vérifier l'intérieur. N'oublie pas que l'agent judiciaire de l'État, il est nommé, il n'est pas élu. Les grandes gueules. Il défend les intérêts de l'État. Ouais. Il défend les intérêts de l'État, tout comme le président Condé, tout comme le Premier ministre. J'estime que c'est le même homme qui agit, même si ce n'est pas de la même personne physique, mais c'est le même homme. Il peut prendre le temps nécessaire pour vérifier l'intérieur du dossier afin d'aboutir, parce que c'est nous qui décrions encore à l'injustice lorsque le monsieur est injustement incarcéré. Merci. Allez-y, Antoine, pour clore. Paul Moussa Diawara doit être forcément en train de rougir de là où il est, parce que il doit se dire que M. Doumbouya, dans ce dossier, il a fait du 2 poids 2 mesures. Lorsque moi j'ai eu besoin de contre-expertise, on ne me l'a pas accordé. Et maintenant on le fait pour le cas de Chérif Haïdara. On ne l'a pas encore fait, Antoine. Non, attention. J'ai l'impression que l'on a. On n'y est pas encore. J'ai lu l'interview de Doumbouya Doumbouya sur le site Mosaïque. On n'y est pas encore. Il dit qu'il est en train d'y réfléchir. Le simple fait d'y réfléchir signifie que c'est pas exclu qu'il le fasse. Et donc, à mon avis, s'il ne l'a pas fait pour les autres cas précédents, il ne doit pas le faire pour le cas suivant. C'est ce que je dis. Parce qu'il aurait du 2 poids 2 mesures. On a vu cette lettre du Premier ministre annonçant des inspections au niveau de certaines autres épiques à travers le pays. On a cité quelques-uns d'entre eux. On a comme l'impression que ces gens, avant d'être poursuivis, sont déjà culpabilisés. On les culpabilise avant poursuite. Paul Moussa, avant que justice soit rendue... On ne les a pas culpabilisés. Non. C'est l'impression que l'on a à Bakar Diallo. Paul Moussa, avant d'être démis de ses fonctions, lorsqu'il a été avéré ou lorsqu'il a été défini qu'il y a eu malversation financière à l'OGP, beaucoup ont estimé que Paul Moussa était un gestionnaire malveillant qui ne gérait pas bien la chose publique alors qu'il n'avait pas encore été jugé. Et donc, si le jugement n'a pas encore été rendu et que la personne aujourd'hui est diabolisée, j'estime que l'agent judiciaire de l'État doit beaucoup faire attention dans cette démarche. Si il a commis des erreurs dans le passé, c'est certes normal qu'il tente de se rattraper pour les cas suivants, mais en le faisant, qu'il arrête de faire de l'injustice, parce que pour moi, encore une fois, il y a du 2 poids 2 mesures dans cette démarche. Et il n'est pas exclu que dans ce dossier concernant Chérif Haïdara, qu'il tente de faire de la contre-expertise, ce qu'il a refusé au cas précédent. L'autre chose que je veux rajouter pour clore peut-être, c'est que Haïdara n'est pas le seul protégé d'Alpha Condé. Paul Moussa l'est aussi. Paul Moussa, on se rappelle tous des relations entre lui et le président, mais ça n'a pas empêché que celui-ci soit démis de ses fonctions et poursuivi devant la justice. Et donc, si Haïdara... Moi, je pense que c'est un faux débat qui dit tel est protégé ou tel n'est pas protégé. C'est ce que beaucoup disent. Mais s'il était protégé, mais il n'allait pas être poursuivi. C'est ce que je dis. Haïdara, il n'allait pas être dégommé. Lorsque Marat s'exprimait, il a estimé que la promiscuité entre Alpha Condé et Chérif Haïdara pourrait être à l'origine... C'est un faux débat. Voilà. Et donc, j'estime que si Paul Moussa n'a pas bénéficié de la protection d'Alpha Condé, je ne vois pas pourquoi Chérif Haïdara en bénéficierait. Et donc, je ne crois pas que cela soit possible dans ce cas-ci.
Bien. Donc on continue à décrypter l'actualité dans cette émission. On parle à présent de cette installation, l'installation enfin des maires de Matoto et de Ratoma ce vendredi, Jacques. Finalement, on va le dire pour Ratoma parce que le conseil communal a été élu il y a plus d'un mois maintenant, parce que le conseil a été élu au même moment que ceux de Dixine, Matam et Kaloum, et on n'a pas retardé à ce niveau-là pour permettre, n'est-ce pas, au conseil communal de commencer à travailler. À Ratoma, ça a pris du temps. On a écouté quelques conseillers qui se disaient mais pourquoi on ne nous permettrait pas, n'est-ce pas, de commencer à travailler. Moi, je m'amusais à dire tout simplement qu'on ne voudrait pas qu'il y ait du travail à Ratoma alors qu'à Matoto, on n'avait pas encore un conseil communal. Aujourd'hui, donc, ça va se faire au même moment. Ça va donc sonner la fin, finalement, de l'installation des exécutifs communaux. Ouais. Et puis se projeter, n'est-ce pas, à l'avenir, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui restent encore à faire. Il y a des observations qui sont déjà faites, parce que la suite, c'est bien sûr cette installation des conseils de quartier. Ouais. On sait déjà qu'il y a des doutes et qu'il y aurait même des possibilités qu'on puisse ramener ça au niveau de l'administration du territoire. On attend encore que tout cela se décide, mais encore une fois, qu'on en arrive là ou pas, ce n'est pas aisé que nous ayons nos chefs de quartier aussi rapidement, quand on sait combien de fois nous avons mis du temps pour arriver, n'est-ce pas, à l'installation des exécutifs communaux. J'ai aussi lu cette observation d'un juriste sur les conseils régionaux qui se disait c'est vrai que nous attendons impatiemment les conseils régionaux, mais il se trouve qu'aujourd'hui je crois que matériellement rien n'est préparé pour accueillir nos conseils régionaux. Effectivement. Il y a que au niveau de Conakry, bon, peut-être qu'on peut trouver un bâtiment qui est encore vide pour installer un conseil régional, mais je me pose énormément de questions dans les chefs-lieux de région administrative à l'intérieur du pays. Comment on va trouver, n'est-ce pas, des bâtiments qui peuvent accueillir, des bureaux en tout cas, oui, bien équipés, qui peuvent accueillir un conseil régional qui peut valablement fonctionner. Parce que, encore une fois, ces gens-là ne viendront pas prendre la place des gouvernorats. Les gouvernorats existent et relèvent, n'est-ce pas, du ministère de l'administration. Les grandes gueules. Nous avons donc mis énormément de temps, on ne cessera pas de le dire, dans l'installation de ces exécutifs communaux. Et aujourd'hui, moi je me pose vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler et pour faire fonctionner, n'est-ce pas, nos communes. Bien. Antoine, on s'intéresse à Guékédou, à la route Guékédou-Kondébadou. Vous dites tronçon de l'enfer. Tronçon de l'enfer, c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé depuis des années et ça continue malheureusement. Il y a 2 mois de cela, Alpha Condé est allé pour le lancement des travaux de ce côté. On a pensé qu'après son départ, dès le lendemain, on aurait vu des machines en train de nous gratter la route et faire en sorte que cette route connue par tous change enfin d'image. Malheureusement, 2 mois après, ce n'est pas ce que nous constatons. À Kondébadou, l'enfer continue de plus belle. Les véhicules continuent de tomber en panne de ce côté et les travaux jusque-là n'ont pas repris. Alors, beaucoup ont estimé qu'Alpha Condé, lorsqu'il s'est rendu à Guékédou et dans beaucoup d'autres villes de la forêt, c'était pour du populisme. Et de par le retard accusé par les travaux, certains diraient que ceux-là qui le disaient ont peut-être raison en s'exprimant ainsi. Et donc, d'aucuns peuvent donner raison aux députés de l'Abbé qui, à l'époque, doutait un peu de la sincérité du président en venant de ce côté. Alors, j'estime, après le constat que j'ai effectué sur le terrain, j'estime qu'il est important qu'on fasse en sorte que les promesses faites soient respectées. Guékédou aujourd'hui il n'est pas normal que Guékédou soit dans cet état-là. Rien que dans le centre-ville de Guékédou, c'est comme une sorte d'enfer qu'on vit. La poussière, mais elle ne finit pas du tout. Oui, mais des travaux aussi étaient engagés. Hein. Certes, il y a eu des travaux. On a promis 10 km de goudron au centre-ville de Guékédou. Il y a eu 7 qui ont été déjà faits. Et au niveau des quartiers... Ça veut dire que ça avance, Antoine.
ça fait longtemps de cela que ça a été fait. Je parle de la route nationale. Moi, au niveau des 18 km entre Kissidougou et Guékédou, tenez-vous bien, quand vous quittez Guékédou, c'est à 82 km de Kissidougou, on a pu faire 63 km avec, je crois, c'est l'Union Européenne qui a financé ces travaux-là. Il y a eu du sérieux. Il y a eu du sérieux dans ces travaux-là. Et on sait tous que Gekopress et ETEP doivent s'occuper des 18 autres kilomètres qui restent. Et on nous apprend que Gekopress est en train de s'installer dans la zone. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas réfléchi davantage avant de lancer les travaux de ce côté-là. Parce qu'on aurait pu, avant le lancement des travaux, faire en sorte que les entreprises soient prêtes à au moins commencer les travaux. Mais c'est maintenant qu'elles sont en train de s'installer dans la zone. C'est maintenant qu'elles sont en train de recruter la main-d'œuvre locale. C'est maintenant qu'elles sont en train de prendre place pour pouvoir entamer les travaux. J'estime que de ce côté-là, on n'a pas été très sincère dans les façons de faire. Et quand je réfléchis et je me suis un peu promené dans la ville, j'ai vu un peu l'état du bâtiment dans lequel se trouve la préfecture. Ça a été construit par l'UNHCR. L'État n'a pas construit de préfecture de ce côté-là. La mairie a été construite par l'Union Européenne. Et donc, Guékédou n'a pratiquement bénéficié de rien depuis la guerre qu'elle a connue en 2000. Je me pose beaucoup de questions par rapport à la volonté véritable des cadres de Guékédou à pouvoir changer cette ville-là. On sait que Kori Kondiano vient de la contrée, mais les grandes gueules. Est-ce que sincèrement ce n'est certes pas eux de le faire, mais ils peuvent jouer un rôle afin que les choses changent de ce côté-là. Mais pas en détournant. La ville en a besoin. La ville en a besoin. De façon égale, faire la même chose dans toutes les préfectures de la Guinée. C'est pas un ressortissant. C'est vrai que les ressortissants font de leur mieux parce que l'État est en retard par rapport aux populations. Mais c'est pas un ressortissant de faire, parce que sinon vous ne comprenez pas ce que je dis, madame. Ce n'est pas un détournement. Lorsqu'on est une autorité, qu'on a une influence véritable, on peut faire en sorte que cette ville de Guékédou bénéficie de projets. Pas du tout, mais ça l'a été pour beaucoup d'autres préfectures. Pourquoi ne pas le faire pour cette préfecture-là? Guékédou, quand vous y allez, quand vous allez à Guékédou aujourd'hui, lorsque vous voyez l'état des bâtiments ou encore l'état des routes, on a comme l'impression que ce n'est pas une ville. Bien, Antoine. Le message est passé, Antoine. Au niveau des autorités. Merci, Antoine. Le message est passé. Vous avez eu l'agent judiciaire de l'État. Oui, j'ai eu l'agent judiciaire de l'État tout à l'heure qui tenait à apporter 3 précisions. La première, il dit que dans le cas Paul Moussa Diawara, contrairement à ce qui avait été rapporté dans les médias, il dit que la contre-expertise a bel et bien eu lieu. Mais à la demande de Paul Moussa Diawara lui-même, qui donc s'était adressé à l'inspection générale d'État, il dit donc qu'un vérificateur indépendant avait été nommé et que c'est donc sur la base des 2 rapports, d'abord du vérificateur général, donc connu officiellement, et puis du vérificateur indépendant. Que donc c'est sur la base des 2 rapports que Paul Moussa Diawara fait l'objet de poursuites. Il dit que dans le cas de l'OGC, que le monsieur n'avait pas demandé de contre-expertise. Voilà pourquoi cela n'a pas eu lieu. Et que dans le cas présent, il dit que lui, il est dans son droit d'ordonner ou non une contre-expertise. Ce sont les 3 précisions qu'il a voulu apporter. Bien, pour terminer, Mohamed, samedi d'assainissement prévu pour demain, reporté à la semaine prochaine. Oui, c'est reporté. La raison, elle est simple. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment en cours sur la voirie urbaine. Donc, les autorités ont jugé que le samedi, donc demain, ne serait pas le bon moment pour le faire. Donc, on reporte d'une semaine supplémentaire simplement pour qu'il y ait moins de désagréments. Voilà. Heureusement pour les usagers, on pourra circuler au moins librement. De toutes les façons, le samedi prochain, ce sera le cas. Ah oui, mais au moins, on va respirer demain. Oui, mais au moins, les gens auront le temps de se préparer un peu plus. Moi, je pense que c'est pas un report mauvais. Et quand même, cette fois-ci, ce que j'ai aimé, c'est que ça n'apporte rien. Absolument rien. C'est que cela fait quand même plusieurs jours que le communiqué est parvenu aux médias. J'ai quand même aimé cette proactivité. Généralement, on attend la veille et puis les gens sont surpris par de telles mesures. C'est quand même bien qu'on informe. De toutes les manières, il y aura ce samedi d'assainissement. De toutes les façons. Et or, c'est pas la question là qui est dans le débat. La question que vous me posez, c'est pourquoi le report. Et je m'empresse donc d'apporter les raisons. Si ces 2 là se croisaient demain, je crois qu'on n'allait même pas parler d'embouteillage. On parlerait d'une ville carrément embouteillée demain. Bien. La suite dans un instant. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.